Bonjour, bonsoir tout le monde. Je vais peut-être me mettre là pour que vous m'entendiez également. Bonjour, bonsoir. Donc, au nom de l'Institut Langage, je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cette conférence donnée par Nathalie Heinrich sur la voix et la musique, la parole. Comme vous le savez sans doute, mais peut-être pas, cette conférence, elle fait partie d'un cycle de conférences que nous avons appelées les conversations. Donc, il s'agit de conférences destinées à un large public. On essaye d'aller au-delà des étudiants, du personnel académique, de nos collègues pour toucher un plus large public. Une partie de la mission est accomplie, il faut encore qu'on continue, hein, c'est certain. Alors, notre institut, l'Institut Langage, vous avez quelques mots-clés sur l'écran, c'est un institut de recherche. Donc, l'université, elle est structurée en faculté d'une part, et en institut de l'autre. Les facultés sont plutôt à vocation d'enseignement. Et puis les instituts vont regrouper des chercheurs issus potentiellement de différentes facultés autour d'une grande thématique de recherche. Et c'est le cas pour l'Institut Langage comme pour les autres instituts de l'Université de Mons. Donc, l'Institut ne regroupe pas physiquement des chercheurs au même endroit, mais il fédère des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des doctorants, des personnes qui sont un peu à tous les stades de la carrière. Il fédère ces personnes autour de cette thématique forte qu'est le langage. Et on essaye de développer un certain nombre d'actions, dont j'ai mis les points principaux là. Promouvoir la recherche, développer les recherches, fédérer les chercheurs, être un espace où on peut travailler ensemble. Alors le langage, il faut l'envisager vraiment sous toutes ces formes. Peut-être plusieurs des mots qui sont là, langage oral, langage écrit, langage formel, diversité des langues, sont des mots qui pour vous sont équivalents, assez synonymiques, mais en fait dans la recherche c'est pour nous un grand éventail de thématiques qui vont de la voix chantée à l'acte de parole, au langage dans sa forme orale et écrite, l'apprentissage. On a enlevé la bonnette ici, désolée. L'apprentissage, le développement du langage, l'acquisition chez l'enfant, l'apprentissage des langues étrangères, c'est assez vaste. Et ce qui va nous regrouper, les chercheurs de l'Institut Langage, c'est vraiment une vision interdisciplinaire, certains diraient transdisciplinaire, qui nous réunit, qui nous permet d'attaquer avec différents angles de vue ces problématiques pour essayer de résoudre les défis d'aujourd'hui et qui sait ceux de demain. Voilà, on est un certain nombre issus de plein de disciplines différentes. Il y a autant parmi nous des ingénieurs qui traitent le signal de parole que des linguistes, des phonéticiens, des physiciens acousticiens, des psychologues, de futurs ou d'actuels traducteurs-interprètes et des personnes qui travaillent dans la traduction des langues, des personnes qui travaillent dans la didactique des langues, et j'en oublie sûrement, mais vous avez tout ça au tableau. Et c'est le fait de travailler ensemble qui nous permet vraiment d'aborder ces questions. Mais voilà, ceci dit, la présentation de l'Institut, elle est faite. Ici, l'Institut, il est ravi de vous accueillir pour cette conférence qui, j'en suis sûre, sera très agréable et très stimulante et pour ouvrir en fait nos thématiques de recherche à ce large public. Alors, notre cycle de conférences, on est aujourd'hui à la 3e de l'année. Donc, il y en a déjà eu 2 qui ont eu lieu à la fin 2022, au dernier trimestre 2022. Et puis, il y en a 2 à venir. Donc, n'hésitez pas à rester attentifs à notre communication sur les prochaines conférences. J'aurais voulu donner aujourd'hui les dates fermes et définitives, ça n'a pas été possible, mais sachez que dans la première semaine d'octobre 2023 et sans doute dans la première semaine de décembre 2023, nous aurons le plaisir d'accueillir d'autres chercheurs. Donc Michel Francard qui viendra nous parler de belgicisme, donc de ces particularités du français parlé en Belgique francophone. Et puis Yann Arthur Micouleau qui lui viendra nous parler de l'utilisation du langage pour la sémiologie en psychiatrie, donc pour déterminer les signes, les symptômes d'une maladie et les syndromes de façon plus globale. Ça, c'est le programme du futur. Mais aujourd'hui,
Nous sommes là pour accueillir Nathalie Heinrich. Je suis très très heureuse de l'avoir parmi nous. Vous voyez l'ensemble de ses affiliations et est-ce que tu as mis tous tes titres CNRS? Oui, tu as été très très raisonnable. Donc chercheur CNRS, bien sûr Nathalie, spécialiste des questions dont elle va vous parler aujourd'hui, et j'espère qu'elle va, je suis sûre qu'elle va vous transmettre cette passion qu'elle a pour la parole quand elle se fait musique. À toi la parole, Nathalie. Merci Véronique, et merci à l'Institut Langage pour l'invitation à venir vous parler aujourd'hui de ce qui effectivement me tient à cœur, quand la parole se fait musique. Et donc je vais vous emmener dans cet univers-là. Avec déjà une première question. Que se passe-t-il tous les 16 avril à travers le monde ? C'est l'anniversaire de quelqu'un ici, peut-être ? Journée mondiale de la voix. La Journée mondiale de la voix. Merci. Effectivement, nous célébrons collectivement cette Journée mondiale de la voix. Alors, qu'a la voix de si particulier pour qu'on lui accorde, qu'on lui consacre un jour par an ? Eh bien, comme vous le savez, votre voix, c'est vraiment le premier souffle de votre vie qui se fait son. Donc notre voix, elle exprime, elle s'exprime, et elle a permis en fait par cela l'évolution de nos civilisations humaines, et cette évolution s'appuie justement sur ce talent qui va être de transformer du souffle en du son par ce je vais appeler notre instrument vocal, et des sons en sens. Et donc, avec notre instrument vocal humain, nous allons pouvoir communiquer les uns avec les autres. Et donc, nous avons cette capacité formidable de produire des sons, de les articuler en des séquences qui vont faire sens et que l'on appelle la parole. Alors, qu'est-ce donc que la voix ? Est-ce simplement un signal ? Est-ce des gestes sonorisés ? Alors, pour commencer cette conférence, je vous emmène dans un univers sonore. Les sons, les bruits de la voix. This is my voice in ordinary air. This is my voice with a vocal tract full of helium. Donc tous ces bruits, et même le bouchon de champagne qui explose, sont des sons qui sont produits par votre instrument vocal. Donc on a entendu de la parole, du cri, on entend du chuchotement, on entend du rire, on entend toutes sortes de choses. On a même entendu de la parole dans l'hélium, c'est-à-dire que la personne inhale de l'air et transforme le son de sa voix. Donc par nature, la voix est production, mais elle est aussi perception. Donc il est important de prendre en compte l'intégralité de ce qu'on va appeler la boucle audio-phonatoire, parce qu'il n'y aurait pas de voix sans oreille. Et la voix, du coup, est saisie par l'oreille, et cette oreille va guider la façon dont on produit un son vocal humain. Donc, phonation, perception sont intimement liées, elles sont inséparables. On parle aussi de multimodalité de la parole. Là, je vous exprime avec ma voix, mais n'empêche qu'il y a plein d'autres choses, d'autres gestes qui vont accompagner simplement ce son que vous entendez. Il va y avoir les gestes des mains que je vous fais, globalement mes gestes corporels, mes gestes respiratoires que vous ne voyez pas forcément complètement, et puis il y a tous ces gestes orofaciaux qui vont guider cette parole. Il faut aussi savoir, dans le cadre de cette boucle audio-phonatoire, qu'une des signatures, c'est par exemple ce qu'on appelle la parole lombare. Le fait que quand vous avez un casque sur les oreilles et qu'on vous interpelle, vous allez éventuellement vous mettre à parler spontanément plus fort,
sans forcément en prendre conscience. Donc, dans la parole lombard, il y a un côté d'adaptation, mais il y a aussi un côté réflexe de parler plus fort dans du bruit. Alors, je vous emmène dans une plongée dans notre instrument vocal humain. Et puis, allons directement dans le vif du sujet avec ce chanteur et professeur de chant, Tyler Ross, qui a mis à disposition de jolies images de son intérieur. How about a raspberry? Voilà, j'aime bien montrer cette voix de l'intérieur parce qu'il est fascinant de voir notre instrument vocal dans sa complexité interne. C'est un instrument qu'on ne va pas voir. Donc, avec cet instrument, on peut faire toutes sortes de choses. Je vous ai fait écouter à l'aveugle, entre guillemets, certains sons tout à l'heure. Je vais vous en faire écouter d'autres maintenant en les faisant visualiser par cette coupe médio-sagittale qu'on mesure par IRM dynamique. Classical. Feuerfrei. Pop rock. Musical. Yodeling. Overtone singing. And beatboxing. Voilà, c'est fascinant, n'est-ce pas? Donc, dans cette conférence, je vais essayer de vous amener dans une compréhension de certains aspects du jeu instrumental vocal pour parler, pour chanter, pour faire toutes sortes de sons. Alors, j'aimerais pouvoir vous parler de tous ces styles et peut-être quand ce sera l'occasion au moment des questions, s'il y en a certains qui vous intéressent plus particulièrement que d'autres. J'ai dû en sélectionner quelques-uns, donc voilà, je vous emmènerai dans certaines esthétiques. Alors, comme je vous ai dit, notre instrument vocal, c'est un instrument caché, un instrument de l'intime, et c'est le seul instrument au monde qui fasse corps avec son instrumentiste, avec tout ce que ça a de chouette, c'est-à-dire qu'on peut l'emmener facilement avec soi, et puis tout ce que ça a de compliqué, c'est-à-dire que toutes nos émotions, voilà, tout ce qu'on ressent va quelque part éventuellement impacter sur le jeu instrumental. Et puis, c'est un instrument qu'il a été complexe de comprendre. Donc, on a attendu finalement le milieu du 19e siècle pour commencer à comprendre ce qui se passait réellement en fond de gorge. Parce que comme vous le voyez là, avec cette personne qui est représentée bouche ouverte, on a une vue très partielle et limitée finalement de ce sur quoi on agit réellement quand on joue de la voix pour parler, pour chanter, pour crier, pour murmurer. Donc commençons notre voyage. Notre voix, c'est déjà une histoire de souffle. Et j'aime beaucoup ce dessin-là, que j'ai un jour pu prendre en photo à Runningen, chez un collègue, Donald Miller, qui était avec son autre collègue Harm Schulte, parce que c'est vraiment ça. Nous sommes un instrument avant. Alors, pour cela, pour envoyer du souffle dans notre instrument avant, nous utilisons notre dynamique respiratoire, et en particulier, comme vous le voyez en action sur cette petite animation, le diaphragme, le muscle diaphragmatique, qui va agir comme un piston, que ce soit dans la respiration d'ailleurs ou dans la phonation.
Donc là, vous avez en coupe IRM, une coupe d'un poumon. Et vous pouvez voir le plancher diaphragmatique, qui est plutôt une coupole diaphragmatique, qui va s'élever au fur et à mesure où on expire et s'abaisser quand on inspire. Donc, ce geste respiratoire, eh bien, c'est fondamental parce que c'est une énergie que l'on met en entrée de notre système. Donc, cette énergie, elle se traduit par des paramètres physiques comme la pression de l'air ou le débit d'air. Voilà. Imaginez que vous soufflez dans un instrument à vent. Voilà, c'est pareil quelque part avec ce piston diaphragmatique, avec la contraction de certains muscles abdominaux et thoraciques. Eh bien, on va pouvoir mettre notre air sous pression et l'envoyer dans l'instrument vocal. Vous avez ici en bleu une courbe qui représente la pression d'air mesurée au niveau de la trachée. Et ça, c'est un signal que nous avons mesuré. J'y reviendrai tout à l'heure. J'y reviens tout de suite d'ailleurs. Nous l'avons mesuré à l'occasion d'un travail collaboratif au CHU La Timone avec mes collègues Antoine Giovanni et Benoît Millabretec et Aude Lagier, Thierry Legout et Alain Guillot, où nous avons fait ce qu'on appelle de la ponction trachéale pour aller placer un petit cathéter au niveau de la trachée, juste en dessous du larynx, donc au niveau du dernier anneau de la trachée, pour pouvoir mesurer cette pression physique. Donc vous avez ici mon collègue Benoît Millabretec qui s'y prête. Voilà, et donc on a cette mesure de pression d'air, et puis en sortie, Benoît, il nous raconte quelque chose. Et ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que ce signal bleu, eh bien, il épouse parfaitement, en fait, le signal acoustique mesuré en sortie des lèvres, le signal vert. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette énergie aérodynamique, cette énergie de l'air, elle va se transformer en énergie acoustique et elle va moduler vraiment l'enveloppe du signal acoustique. Donc c'est très important de pouvoir gérer son air. Alors, voici l'exemple d'un son que Benoît va chanter de façon crescendo puis décrescendo, sur une note tenue. Je vous le fais écouter. Ça va peut-être être un peu sonore. Voilà, alors j'ai mis en rouge la partie crescendo. Vous voyez l'intensité qui monte jusqu'à environ 3,5 secondes. Et puis après, j'ai mis en bleu la partie décrescendo. Regardons quel est le signal de pression d'air correspondant. Alors, il a à peu près, de façon attendue, la même dynamique. Donc, quand le chanteur va faire son crescendo, il va monter en pression. Donc là, Benoît passe de 2 cm d'eau, ce qui est un seuil minimal pour pouvoir faire un son. Et il va monter, sur cet exemple, jusqu'à un peu plus de 25 cm d'eau, puis redescendre, et le son s'arrête. En soi, c'est déjà très intéressant. Mais regardons finalement si on trace une variable en fonction de l'autre. C'est-à-dire, quelle serait l'intensité produite en fonction de la pression d'air qu'on met dans le système. Alors, voici le résultat. Vous avez en ordonnée l'intensité produite et en abscisse la pression d'air qu'on met dans le système. Alors, c'est intéressant de remarquer que finalement, on est dans la même relation linéaire, mais pas avec les mêmes pentes. Et donc, on a 2 chemins différents, un chemin pour faire le crescendo et un chemin pour faire le décrescendo. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà que pour une même pression d'air, vous pouvez produire 2 intensités complètement différentes. Vous voyez, on a 10 décibels d'écart entre mes 2 points. Ou, dit autrement, pour une même intensité, pour produire une même intensité, vous pouvez très bien mettre une pression d'air faible ou une pression d'air forte. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire finalement qu'il se passe quelque chose entre cet air qu'on met dans l'instrument et dans l'instrument quelque chose
qui ajuste finalement cette relation. Alors, vous me direz, c'est peut-être juste le fait de cette note-là. Alors non, voici tous les crescendo, décrescendo qui sont faits par ce chanteur sur l'ensemble de sa gamme. Et en fait, on voit que les parties crescendo se superposent avec une certaine étendue, et puis les parties décrescendo sont toujours avec des intensités plus basses pour une même pression. Ça nous amène à nous questionner sur le fait que qu'est-ce qui finalement va intervenir dans cette relation qui pourrait paraître simple entre la pression d'air, je souffle fort, je produis un son fort. Eh bien, c'est parce que la voix, ça n'est pas qu'une question de souffle, c'est aussi une histoire de cordes. Donc, j'aime beaucoup cette représentation d'un chercheur, Ingo Titze, qui représente finalement le corps humain aussi comme un instrument à cordes, un violoncelle. Donc, allons dans les mystères de cette voix et utilisons pour cela un petit miroir du type de ces miroirs qu'utilisent les dentistes pour aller voir vos dents quand ils vont les agir dessus. Et placé en fond de gorge, ce petit miroir vous permet de voir par en dessous ces deux bandes blanc nacré entourées de tissu mou. Alors, vous avez ici l'arrière du cou en haut, l'avant du cou en bas, donc on est ici dans un plan de ce style avec la pomme d'Adam. Vous êtes là en train de voir par-dessus le larynx. Vous voyez ici l'épiglotte et vous voyez ici, vous devinez l'entrée de l'œsophage qui est un tube mou, donc qui va être en respiration, qui va être plutôt plaqué. Et puis vous voyez ces deux bandes blanc nacré qu'on va communément appeler des cordes vocales, bien que la réalité, c'est que ce sont plutôt des lèvres vocales. Ce sont des lèvres vocales et le terme qu'on va utiliser dans les sciences de la voix, ça va être pli vocal. Donc voici nos deux plis vocaux. Ils sont attachés, voilà, à l'extrémité avant, et puis ils ont une mobilité à l'extrémité arrière. Et heureusement, parce que quelque part, ces deux plis vocaux, ils délimitent un espace qu'on appelle la glotte, et cet espace, il vaut mieux que ça soit bien largement ouvert quand on veut respirer. Parce que si c'était comme ça, on ne pourrait pas respirer. Alors j'en profite pour vous dire à ce moment-là que je vous parle beaucoup de notre instrument vocal, et là on a glissé des poumons, de la trachée vers le larynx. Le larynx, sa fonction première, c'est pas de faire des sons. Le larynx, sa fonction première, c'est vraiment des fonctions vitales de respiration, de permettre la respiration et de permettre la déglutition, de protéger les voies respiratoires pendant la déglutition. C'est ça nos deux fonctions vitales du larynx. Et accessoirement, nous pouvons aussi faire des sons avec. Donc, quand on respire, les deux plis vocaux sont largement écartés, permettant à la glotte d'être largement ouverte. Et puis, quand on va faire un son, on va les mettre en contact. Et puis, quand elles sont mises en contact, comme on va le voir, le tissu va se mettre à auto-osciller. Alors, j'ai une jolie alignation pour cela, que je vous mets là. Là, on va rentrer un petit peu dans de la visualisation de l'intérieur. Même si on va passer très rapidement d'une visualisation par caméra endoscopique à une visualisation schématique, ceux qui n'aiment pas trop voir l'intérieur de la bouche, fermez les yeux. Je vous dirai quand on passe dans le schéma. Donc là, la caméra entre, on voit le larynx par le dessus avec l'épiglotte, les fameuses bandes blanc nacrées que sont nos plis vocaux, et en bleu, l'arrivée d'air. Je vais m'arrêter là un instant. Imaginez que vous avez une porte battante et qu'elle est actionnée par des ressorts, qu'elle est fermée. Et vous êtes votre petite particule d'air, vous êtes la petite particule d'air, vous arrivez contre la porte. La porte est fermée, vous arrivez, vous poussez, vous n'êtes pas assez fort pour pousser, mais il y en a d'autres qui commencent à arriver derrière vous, et puis de plus en plus de petites particules d'air arrivent et commencent à pousser la porte. Au bout d'un moment, la porte va s'ouvrir. Les petites particules d'air qui sont là à pousser vont pouvoir passer, et puis,
par le fait que la porte, elle est reliée à ce ressort et que spontanément la porte, elle veut se fermer, eh bien, dès que les petites particules d'air seront passées, la porte va se refermer et il y aura toute une série de petites particules d'air qui seront bloquées derrière, qui vont repousser et la porte va se rouvrir. Et en fait, on va avoir ce système d'ouverture-fermeture qu'on appelle un cycle d'ouverture-fermeture glottique, qui est un cycle de vibration du pli vocal, d'auto-oscillation du pli vocal. Une bonne façon de le comprendre, et là je vous invite à un petit exercice sur vous-même, c'est de se dire, les plis vocaux sont comme des lèvres en fond de ma gorge. Si je voulais me mettre à faire vibrer mes lèvres, qu'est-ce que je ferais? Donc je vous invite pendant quelques instants à essayer de faire vibrer vos lèvres. Et de regarder qu'est-ce que vous contrôlez pour qu'elles se mettent à vibrer. Parce que spontanément, une lèvre, ça ne vibre pas. Alors, sur quoi on doit agir? La mise en contact des lèvres l'une contre l'autre. Si vous les gardez écartées, vos lèvres, vous pouvez souffler autant que vous voulez, ça ne vibrera pas. Donc, mise en contact, c'est un premier essentiel. Ensuite, une fois qu'elles sont en contact, on a beaucoup parlé du souffle, effectivement. Le souffle, ça va être un deuxième essentiel. Hein. Il faut envoyer de l'air. Et puis, il y a encore quelque chose. Il faut légèrement Voilà, faut agir en fait sur ce qu'on appelle la microstructure du tissu, sur l'étirement de vos lèvres, sur leur contraction. Il faut agir sur ça pour qu'il y ait un juste équilibre entre la pression d'air, l'obstacle que vous y mettez. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire vibrer vos lèvres. Et plus intéressant encore, vous allez même pouvoir agir sur la fréquence de vibration de vos lèvres. Les plis vocaux, c'est exactement la même chose. Donc voilà, nos petites particules d'air sont en train d'ouvrir notre espace glottique. On a un petit puf d'air qui passe, les plis se ferment, un petit puf d'air qui passe. Et si vous voyez, vous entendez un petit son. Le fait que ça souffle, ça se ferme, ça souffle, ça se ferme, et que ça souffle, ça se ferme très rapidement. Là, par exemple, je vous parle, moi j'ai une hauteur de voix moyenne d'environ 180 vibrations par seconde, ouverture-fermeture par seconde. Voilà, eh bien, fait une hauteur perceptible. Donc, le La 440, le La du téléphone, c'est 440 vibrations par seconde, 440 ouvertures-fermetures par seconde. Autant vous dire qu'il faut être bien résistant. Nos plis vocaux ont au cœur un muscle qui est un des muscles les plus résistants du corps humain pour justement pouvoir subir tous ces chocs, parce que ce sont des chocs, ces ouvertures-fermetures, ce sont des chocs, et continuer à être efficient tout au long de la journée, parce que vous ne restez pas silencieux la grosse partie de la journée, vous parlez régulièrement et vous faites subir à vos plis vocaux un grand nombre de chocs et vous leur faites parcourir aussi une grande distance d'aller-retour. Ça semble petit, c'est quelques millimètres aller, quelques millimètres retour, mais quand c'est fait 10 000 fois, 20 000 fois, 30 000 fois, eh bien, ça commence à devenir des longues distances. Alors, cette vibration des plis vocaux, elle va définir la hauteur du son produit. Et dans la parole, on sait que l'homme et la femme ont environ, en moyenne, une octave dans laquelle ils vont s'exprimer pour parler. Cette octave, elle n'est pas située au même endroit pour les hommes et pour les femmes. Les femmes auront une voix qui est plus aiguë en moyenne que celle des hommes, on dit plus aiguë, d'une octave environ, sachant que tout est relatif, ce sont des moyennes, et que vous pouvez bien avoir une femme avec une voix très grave dans cette zone qui est attribuée ici à l'homme, et vous pouvez très bien avoir un homme avec une voix très aiguë, donc dans la zone qui est ici attribuée à la femme. En réalité, cette fréquence moyenne, elle dépend de vraiment la morphologie de vos plis. Donc, si on regarde un peu le lien qu'il y a d'ailleurs entre morphologie et tessiture,
on voit que quand on observe des clichés radioscopiques d'un chanteur qui a été qualifié de basse et qu'on les compare à un chanteur qui a été qualifié de ténor, et si on fait la même chose pour des voix de femmes, on compare une voix d'alto avec une voix de soprane, et qu'on cherche à trouver des paramètres morphométriques qui vont expliquer des différences, finalement, la seule différence qu'on va trouver, et c'est le résultat de cette étude très intéressante de collègues allemands, c'est que ce n'est pas le poids de la personne, ce n'est pas la taille du cou, ce n'est pas la taille de la personne qui va décider de votre tessiture, mais c'est uniquement un paramètre, le diamètre de votre trachée. Le diamètre de votre trachée, il est relié finalement à la longueur de vos plis au repos. Et c'est ça qui définira finalement la tessiture dans laquelle vous serez le plus à l'aise pour chanter. Alors si on reporte la voix chantée sur cette portée musicale, on voit qu'en moyenne, les chanteurs ont à disposition 2 octaves pour s'exprimer, et puis que ces 2 octaves vont se déplacer de plus en plus vers l'aigu quand on passe d'une trachée large à une trachée un petit peu plus réduite, basse à ténor, puis d'une trachée encore plus réduite, alto, à une trachée très réduite, soprane. Et si vous êtes un homme avec une trachée d'un diamètre inhabituellement petit pour un homme, et bien vous aurez une voix inhabituellement aiguë. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, ok, on a ces 2 octaves à disposition, et dans ces 2 octaves, on peut les parcourir. Alors, comment est-ce qu'on parcourt les 2 octaves qu'on a à disposition, voire plus, hein, vous pouvez très bien avoir de l'ambition et une plus large étendue vocale. Comment est-ce qu'on les parcourt? Eh bien, je vais vous l'illustrer avec cette jolie vidéo qui avait été prise par Guy Cornu et que vous retrouvez dans ce livre où il y a beaucoup de documents audiovisuels très intéressants sur la voix chantée, moyens d'investigation de la voix chantée. Bon, alors partez de là et montez une gamme. Voilà, alors cette vidéo, elle est très intéressante parce qu'elle montre déjà cette dynamique d'étirement assez particulière qu'ont ces fameux plis vocaux, ces lèvres vibrantes en fond de gorge. Quand vous allez produire des sons de plus en plus aigus, eh bien, vous allez étirer vos plis vocaux. Et là, on se retrouve finalement dans une analogie avec un instrument à cordes, parce que quand vous êtes sur une corde de guitare, par exemple, et que vous voulez accorder votre corde de guitare, la faire sonner un peu plus aiguë, voilà. En soi, la taille de la corde de guitare, elle va rester la même, mais par contre, vous allez jouer sur, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, cette petite vis qui va vous permettre d'augmenter la raideur de votre corde de guitare. Et l'augmentation de cette raideur, elle va vous permettre à la corde de guitare de sonner plus aiguë. Et là, on a un peu ce principe-là aussi. C'est pas tant la longueur, enfin, finalement, que ce que ça implique en termes d'étirement et de raideur du dispositif, des plis vocaux. Alors, on aime bien représenter votre potentiel, ce que votre voix peut faire, déjà dans un espace à 2 dimensions. Je viens de vous parler de cette hauteur que vous pouvez balayer, donc c'est les abscisses ici, et puis au début je vous ai parlé du souffle et de l'intensité que ça permettait de produire, donc ce sont les ordonnées. Et cet espace à 2 dimensions, ça s'appelle le profil vocal, Voice Range Profile, en anglais, ou phonétogramme. Et ça vous permet d'avoir déjà une carte de ce que votre voix peut faire.
Vous voyez, alors ce sont des profils vocaux tout à fait moyennés, là, sur un grand nombre de chanteurs et de chanteuses. Vous voyez qu'on ne peut pas forcément chanter de façon fortée, c'est-à-dire avec une forte intensité, quand on est dans le grave de sa voix. Donc c'est cette zone-là, elle est rarement disponible chez un chanteur ou une chanteuse. Et de même, quand on est dans l'aigu de sa voix, ça sera compliqué de faire des pianos, des pianissimos. Ceux qui pratiquent le chant ici le savent. Chanter de façon très, très douce, très, très piano dans l'aigu de la voix, c'est quelque chose de très complexe. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un lien physiologique direct entre fréquence et intensité, entre fréquence d'auto-oscillation des plis vocaux et l'intensité produite. Et il est aussi intéressant de remarquer que la parole, elle se situe dans cette gamme de sons chantés. C'est-à-dire que vous pouvez parler et chanter à même hauteur. Alors, on a parlé d'un instrument à cordes. Allons un petit peu dans le détail de ces fameuses cordes. Regardons nos plis vocaux. Ce sont des structures fibreuses multicouches avec un cœur musculaire, le muscle vocal, et puis des couches plus superficielles que je vais vous détailler à présent. Alors, je fais une petite pub sur cette étude parce que il y a quelques années, on est allé imager au synchrotron à Grenoble la structure fibreuse multicouche du pli vocal pour essayer vraiment de comprendre comment elle se structure, comment elle s'architecture. Et donc, c'est ma collègue Lucie Bailly qui portait ce projet-là et on a eu de très belles images de cette structure des plis vocaux en multicouche. Donc, on a les fibres musculaires au cœur et puis 3 niveaux au sein de ce qu'on va appeler la couche fibreuse d'élastine et de collagène, la lamina propria. Et puis après, vous avez un revêtement, l'épithélium. Alors, on a pris cette coupe histologique. Alors là, c'est une coupe dans la longueur du pli. Donc, d'avant en arrière. Alors, l'avant, c'est en haut et l'arrière, c'est en bas. Et là, vous voyez visualiser les fibres de collagène. Donc, c'est ces fibres que vous observez ici en violet, plus ou moins. Et puis, vous voyez ici les fibres musculaires, un peu plus épaisses. Ça vous donne un ordre de grandeur de ces fibres. Et puis, vous voyez aussi que, finalement, les fibres au sein du pli vocal, elles sont pas droites, mais elles ont une sorte d'ondulation, comme des cheveux frisés. Alors ça, c'est ça qui nous permet d'étirer le pli vocal très fortement, parce que quand vous avez un cheveu frisé et vous tirez dessus, vous pouvez l'étirer beaucoup avant d'être bloqué par la raideur du cheveu lui-même. Et là, c'est pareil, en fait, grâce à cette ondulation qui se retrouve non seulement dans les fibres de collagène, mais là, vous ne le voyez pas très bien à cette échelle-là, mais qui se retrouve aussi dans les fibres musculaires, eh bien, on peut étirer grandement le pli vocal et du coup parcourir une large gamme de sons. Alors, on est capable, avec notre voix humaine, qu'on soit un homme, une femme ou qu'on soit un enfant, d'avoir finalement la production de sons de très basse fréquence. Alors, si basses en fait en fréquence qu'on ne va plus les percevoir comme des hauteurs, on va les percevoir comme des impulsions. Quand je vous fais même les musiciens ici sont incapables de dire quelle est la hauteur de ce son. On entend une série d'impulsions. Voilà, et puis on peut aller jusque dans l'extrême aigu, et c'est ce que fait cette soprane. Alors je vais vous jouer ça. Voilà, elle est partie de quelques dizaines de hertz, et elle va au-dessus de 1500 hertz, donc c'est des vibrations très rapides. 1500 Hz, 1500 chocs par seconde, 1500 ouvertures-fermetures par seconde. Donc, vous êtes tous capables de parcourir cette étendue-là. Voilà, vous avez à disposition ce qu'on appelle les mécanismes laryngés. Vous en avez 4.
qui vous permettent du coup d'aller du très très grave au très aigu. Il suffit de basculer en fait dans certains modes de fonctionnement du vibrateur laryngé. Donc le mécanisme 0, c'est celui qui fait les sons qui sont perçus comme impulsionnels. Le mécanisme 1 et le mécanisme 2, c'est ceux que vous utilisez communément dans la parole. Là, par exemple, je vous parle en mécanisme 1, j'aurais pu choisir de vous parler en mécanisme 2. Ça fait un timbre de voix différent. Voilà. Et puis dans le chant, c'est aussi, ça peut être un choix de chanter en mécanisme 1, yeah, 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 ou de chanter en mécanisme 2, yeah, yeah, yeah. En termes d'intensité, vous voyez, c'est pas forcément la même chose, mais ça s'ajuste. On en reparlera tout à l'heure. Et puis le mécanisme 3, alors ça c'est pour faire les voix les plus aiguës. Alors ça c'est pas encore très très aigu, mais c'est un homme qui fait ce qu'on appelle de la voix de sifflet, donc avec des plis vocaux qui sont extrêmement étirés. Grâce à ces mécanismes, vous allez pouvoir vous balader dans ce potentiel vibratoire de notre voix. Si on revient à ce phonétogramme, vous vous êtes peut-être questionné sur ces petites ruptures qu'on voit. Eh bien, ces ruptures dénotent en fait les mécanismes laryngés 1 et 2 de ces Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous avez à votre disposition une zone de fréquence et d'intensité où vous pouvez choisir de vous exprimer en mécanisme 1, et puis vous avez à votre disposition une autre zone de fréquence et d'intensité où vous pouvez choisir de vous exprimer en mécanisme 2. Et si par exemple, vous voulez chanter, vous êtes une chanteuse, vous voulez chanter sur le do, vous voulez chanter très piano, vous avez tout intérêt à passer en mécanisme 2 à un moment pour capter les sons les plus pianissimo possibles. Et si vous voulez chanter forte, vous avez tout intérêt à passer en mécanisme 1. Les chanteurs de musique actuelle, qui ont souvent des voix puissantes, qui portent, on dit parfois même qui crient, sont très souvent des chanteurs qui vont aller dans cette zone-là du mécanisme 1, porté dans ses extrêmes. Alors, abordons un nouveau chapitre. Notre voix, c'est une histoire de souffle, c'est un instrument à vent, à cordes, mais c'est aussi une histoire de timbre. Et je voudrais aborder un petit peu avec vous cette question du timbre. Alors, pour l'aborder, je voudrais rendre hommage à mon collègue Joël Gilbert, un grand acousticien qui a beaucoup travaillé sur le trombone. Voilà, il est malheureusement décédé l'an dernier, donc je lui rends hommage et j'avais eu la chance de pouvoir avoir cette belle vidéo de lui-même en train de faire sa vibration labiale de tromboniste, et puis ensuite d'adjoindre là-dessus un modèle de conduit vocal de la voyelle I. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc le I n'est pas prononcé par lui, il continue à faire son petit buzz. Mais ce petit buzz excite une cavité qui résonne. Et cette résonance, pour nous, c'est vraiment la voyelle I. C'est telle qu'on l'aperçoit et c'est telle qu'on la décode. Alors, imaginons ce chanteur. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de sa pression d'air. Si on pouvait mesurer, si on pouvait lui couper la tête et mettre un micro pour entendre ce qu'il chante, voici ce qu'on aurait comme résultat acoustique. Alors, on voit que, bon, on entend bien la mélodie, pas de problème. On entend même des petites variations d'intensité. Par contre, impossible de savoir, à moins qu'on connaisse l'air, ce qu'il est vraiment en train de chanter. Donc, voici ce qu'il est en train de chanter. Donc là, ensemble, on s'est beaucoup intéressé à la partie auto-oscillation des plis vocaux, vibration au sein du larynx. Mais la réalité de notre voix, c'est que le reste de l'instrument vocal humain est aussi extrêmement important pour donner du sens
à ces sons primaires et pour les articuler dans la parole. Alors là, je fais une petite pause cinématographique avec un film que j'aime beaucoup, My Fair Lady, un film musical américain. Et donc, je vous ai pris juste un petit extrait où le professeur Higgins, qui est en train d'essayer d'enseigner la diction à une jeune femme, une vendeuse de fleurs qu'il a trouvée dans la rue, et essaye de lui apprendre la diction pour répondre à un pari. All right, Eliza, say it again. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. Didn't I say that? No, Eliza, you didn't say that. You didn't even say that. Every night before you get into bed, where you used to say your prayers, I want you to say, the rain in Spain stays mainly in the plain 50 times. You get much further with the Lord if you learn not to offend his ears. Now for your H's. Pickering, this is going to be ghastly. Show yourself, Higgins. Give the girl a chance. Oh, well, I suppose you can't expect you to get it right the first time. Now, come here, Eliza, and watch closely. Now, you see that flame? Every time you pronounce the letter H correctly, the flame will waver, and every time you drop your H, the flame will remain stationary. That's how you'll know if you've done it correctly. In time, your ear will hear the difference. See it better in the mirror. Now, listen carefully. In Hertford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Now, repeat that after me. In Hertford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. In Hertford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Oh, no. I have no ear at all. Shall I do it over? No, please. Start from the very beginning. Just do this. Go, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Go on. Ha, ha, ha. It's the same thing holds true in India, Pickering. This peculiar habit of not only dropping a letter like the letter H, but using where it doesn't belong, like hever, whatever. Where is the Slavs, when they learn English, have a tendency to go with their G's. They say linger instead of linger, and they turn right round and say singer instead of singer. Where's the Slavs, but using it where it isn't needed? They learn English and have to do it with their G. The girl, Higgins. Go on. Professor Higgins. Voilà, ça c'était mon petit clin d'œil Professor Higgins. à mes collègues phonéticiens. J'adore ce passage parce qu'il vous montre plein de choses. Il vous montre finalement l'importance d'articuler pour se faire comprendre. Il vous montre aussi cet équilibre qu'il y a entre les gestes articulatoires, l'air, la gestion de l'air. Donc il y a plein de subtilités là-dedans. Il vous montre aussi des instruments de laboratoire d'un autre temps. Donc vous aurez compris que l'articulation, eh bien, c'est de passer du son au sens. Et pour ce faire, nous avons un ensemble d'articulateurs pour la parole, donc la langue, les lèvres, nous avons le voile du palais mou, nous avons la mâchoire, nous avons aussi le larynx, qui est un articulateur à mon sens très complexe. Et donc, ça va nous permettre de produire les consonnes et les voyelles. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de phonétique, simplement vous dire que selon la position, le lieu d'articulation, eh bien, on va produire certaines consonnes ou d'autres, qu'on va mettre des constrictions, c'est-à-dire qu'on va empêcher l'air de sortir complètement, ou alors des occlusions. Alors là, carrément, on va empêcher l'air de sortir du tout. Voilà, qu'on va éventuellement abaisser. Abaisser, c'est quand on est au repos, le vélum est abaissé, mais on va le relever pour empêcher l'air de passer par le nez. On produira donc des sons plutôt oraux, ou alors on le laisse s'abaisser et on produira des sons à consonance nasale. Donc il y a toute une complexité qui nous permet comme ça de jouer avec ces consonnes.
Pour les voyelles aussi, on va avoir ce qu'on appelle un système phonologique, c'est-à-dire qu'on va, selon les articulations, produire certaines voyelles, et ces voyelles, elles vont faire sens dans une langue donnée. Alors, les voyelles, voyons voir un peu de l'intérieur l'articulation des voyelles. Vous avez vu, un en on, les 3 voyelles nasales du français. On voit le voile du palais, le vélum qui s'abaisse. Et puis sinon, on observe ce mouvement de la langue qui va accompagner en allant un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière, avec un petit mouvement aussi d'ouverture, fermeture des lèvres et de la mâchoire. Donc en phonétique, on va représenter tous ces mouvements. Alors, on s'amuse à les représenter souvent selon 2 axes. Le degré d'aperture, on va parler de voyelles fermées, mi-fermées, mi-ouvertes ou ouvertes. Et puis, le point d'articulation, si c'est positionné plutôt en avant, au milieu, central, ou en arrière, postérieur. Tout ça, ça va avoir une conséquence, en fait. Ces mouvements articulatoires vont modeler ce qu'on appelle nos cavités de résonance. Et là, on rentre un petit peu dans cette notion que finalement, notre conduit vocal, c'est un conduit. C'est une cavité qui a des résonances acoustiques. Comme une bouteille, quand vous soufflez sous le goulot d'une bouteille, il y a un son qui sort parce que cette bouteille agit comme un résonateur de Helmholtz avec une fréquence de résonance. Donc, on va s'amuser à regarder ce qu'on appelle la fonction d'air, depuis la glotte, donc, là où sont vos plis vocaux, le plan de vos plis vocaux, jusqu'aux lèvres, comment évolue cette fonction d'air. Et on peut, avec les lois de propagation linéaire de l'acoustique, on peut en déduire directement ce qu'on va appeler une fonction de transfert. Où se répartit l'énergie dans notre voix. Alors l'énergie, elle est donnée au niveau du son primaire. Par contre, le conduit vocal, il va permettre d'aller amener cette énergie plus sur certains endroits, ici, que d'autres. Et ces endroits de plus forte de maximum d'énergie, on va les appeler les résonances ou les formants du conduit vocal. Et finalement, cette représentation, qui est une représentation articulatoire, on peut la transformer en une représentation acoustique. Toujours dans un plan, on va avoir un premier axe qui va être la fréquence de la première résonance du conduit vocal, et puis le deuxième axe, ça va être la fréquence de la deuxième résonance du conduit vocal. Et vous voyez que finalement, les voyelles, elles ont, pour ces 2 valeurs, pour ces 2 résonances, elles ont des fréquences bien distinctes. Si on veut produire, par exemple, un I, un U ou un OU, on a une première fréquence de résonance équivalente, environ 300 Hz, et puis la fréquence de la deuxième résonance, elle va balayer des valeurs basses pour le OU, 800 Hz, jusqu'à des valeurs très élevées pour le I, 2500 Hz. On appelle ça, on peut appeler ça le triangle vocalique. Vous trouverez peut-être ce terme-là. Car finalement, si on explore les langues à travers le monde, s'il ne reste que quelques voyelles, il en reste 3, ce sont ces voyelles cardinales du triangle vocalique, le A, le I et le OU. Et là, ça m'amène à vous évoquer très, très rapidement, juste en un slide, que tout ceci, on le théorise sous une théorie qui est fonctionnelle depuis plus d'un demi-siècle, qui s'appelle la théorie source-fil pour la production de la parole et du chant. Donc cette théorie nous dit que finalement, l'air interagissant avec les plis vocaux génère une source acoustique. C'est une source qui est harmonique. Elle a de l'énergie dans la fréquence d'auto-oscillation des plis vocaux et dans tous ses multiples. Et puis cette source, elle entre dans un système, donc là c'est le conduit vocal, qui est un résonateur, qui agit comme un filtre, et lui, il va permettre à certaines fréquences d'être amplifiées au détriment d'autres. Voilà, alors j'avais envie de vous illustrer la théorie source-filtre
en live ici. Alors j'ai ramené mon petit électrolarynx. Donc l'électrolarynx, c'est un dispositif qu'on va donner à des laryngectomisés quand ils ont perdu l'usage des plis vocaux. Donc ils ont un cancer du larynx, on est obligé de leur ôter tout ou partie du larynx, et donc ils n'ont plus de plis vocaux. S'ils n'ont plus de plis vocaux, pour la source primaire dont je vous parle, pour les voyelles, ça va être compliqué. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on leur installe un trachéostome, on ferme le conduit, on ferme la trachée, donc l'air part par le trachéostome, et puis ils n'ont plus qu'une cavité de résonance, mais plus aucune façon de l'exciter, cette cavité de résonance. Donc, on développe ces petits dispositifs qui font un bruit. Voilà, donc alors ça, celui-ci, il est même un peu perfectionné, parce que plus fort j'appuie sur le petit bouton, et puis le son se module un peu. Voilà, bon, pour l'instant, ça ne fait pas de la parole. Mais si moi, derrière, j'articule et que je dis quelque chose, alors je vais le dire de façon non sonore, puisque je vais vraiment me mettre dans le cas de ces laryngectomisés qui n'ont plus de source vocale, et je vous dis... vous allez pouvoir entendre quand même de la parole. Alors je vais essayer de le mettre de l'autre côté pour qu'on l'entende moins. Je suis ravi d'être là, rendez-vous. Voilà, donc avec ce petit instrument, vous avez une démonstration de ce qu'est la théorie source-filtre. Une source, et puis mon conduit vocal en tant que filtre, qui va nous permettre d'articuler globalement la parole. Alors, j'aime bien, quand la parole se fait musique, représenter ces résonances du conduit vocal sur une portée musicale. Parce que si oui, on fait des hauteurs, ces hauteurs, ce sont des fréquences, elles sont à mettre au regard des fréquences de résonance du conduit vocal. In fine, quand on parle à des hauteurs qui sont en dessous de ces fréquences de première résonance, ici à 300 Hz, qui est le Do grave, le Do de basse du piano. On parle par ici. Mais si on se mettait à parler à ces fréquences-là, ou si on se met à chanter, et là on sait que quand on va chanter au-dessus, eh bien il va y avoir un problème de transfert de cette énergie. Comment est-ce que l'énergie de notre source va pouvoir vraiment rayonner hors du conduit vocal si on est en train de chanter une note ici au milieu et que notre résonance elle est en dessous, donc où il n'y a pas d'énergie du tout, il n'y a pas d'harmonique. Et donc, oui. Ah, vous voyez pas ma souris. Ah, la voilà. Donc, la parole, elle est plutôt située dans ces fréquences-là. Et si vous vous mettez, du coup, à parler à des fréquences plus élevées que les fréquences de la première résonance, alors les fréquences les plus basses de la première résonance, c'est pour le OU et le I, ou si vous chantez dans ces gammes-là, au-dessus de ces fréquences de première résonance, ce qui peut se passer acoustiquement, c'est que vous ouvrez la bouche et que le son qui sort n'a pas d'énergie, parce que la fonction de transfert n'aura pas joué son action sur un harmonique, parce que l'harmonique n'est pas là, tout simplement. Donc, je vais vous illustrer ça sur un exemple très concret qui est l'aigu de la voix de soprane. Alors, petit extrait cinématographique, à nouveau. Donc là, c'est un extrait de Farinelli, qui parle des voix de castrat.
Donc, pourquoi je choisis cet exemple? C'est parce que quand il est dans l'aigu, et si vous faites attention à la voyelle qu'il est en train de chanter, il chante un A. Et toutes les sopranes dans l'aigu chanteront un A. Alors, j'ai cette petite expérience que j'aime bien faire parce que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Vous allez me dire, oui, non, c'est pas vrai. Moi, dans l'aigu, je ne chante pas des A, je chante toutes les voyelles du français, je sais bien gérer. Mais la réalité, c'est déjà que notre geste articulatoire dans l'aigu, il va être modifié. Quand on va chanter dans l'aigu, on va modifier notre geste articulatoire par rapport au grave. Donc, je vous représente ici les fameuses 3 voyelles cardinales, A, I, OU, pour 3 notes chantées par une soprane. Dans plutôt le médium, donc un La3, 440 Hz, l'aigu, le Ré4, 590 Hz, et puis le très aigu, le Fa4, 700 Hz. Et vous voyez que si les positions de la langue sont très distinctives pour les voyelles, pour le médium, eh bien dans l'aigu, on a des gestes qui sont de plus en plus subtils. Globalement, elle a ouvert la bouche. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi elle ouvre la bouche. Alors, si on écoute ce qu'une soprane produit dans le grave et l'aigu de sa tessiture. Alors ça, c'est des voyelles. C'est un collègue australien, Joe Wolf, qui a fait cette expérience. Il a pris une soprane et lui a demandé de faire une gamme. Donc la gamme en question, c'est ça. La, 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 la. Puis je peux en prendre une autre. Donc il a enregistré ces 5 gammes chez une soprane et puis ensuite il a gardé que la note grave et la note aiguë. Alors la note grave, la, lo, lou, le, li. Et pour la note aiguë, alors il a eu cette petite subtilité de mélanger les voyelles pour qu'on devine, qu'on essaye de deviner quelles sont les voyelles en question. Quelle est finalement la permutation? Et en fait, le résultat de cette expérience, c'est qu'on est incapable de dire quelle est la voyelle, parce que dans l'aigu, finalement, on n'entend qu'un A. Comme pour notre chanteur Castra de tout à l'heure. Alors, on a essayé de quantifier cela. Donc là, vous avez la fréquence de la note chantée par un ensemble de chanteurs et la fréquence de la première résonance mesurée, donc en ordonnée, pour la note chantée. Donc, on s'attend à ce que, généralement, cette fréquence de résonance reste stable sur toute la tessiture du chanteur, donc dans cette zone grisée. Et donc, le chanteur chante grave, un peu plus aigu, et puis très aigu. Puis, vous voyez que globalement, ça marche. Cette fréquence de résonance va rester stable pour ici la voyelle A, comme dans hard. Elle va rester stable jusqu'au moment où elle s'approche de la note chantée. Cette ligne en pointillé, c'est la note chantée. Et quand la note chantée devient très aiguë, que cette fréquence chantée devient à proximité de la fréquence de résonance du conduit vocal, eh bien, on a une difficulté à gérer ça et on va avoir finalement ce qu'on appelle un accord. On peut trouver en anglais le terme Foreman tuning. On va avoir un accord entre une résonance et puis la note qu'on chante. Alors, comme généralement c'est la note qui est prépondérante, c'est-à-dire que vous voulez chanter une partition, vous voulez chanter une mélodie, c'est cette mélodie que vous voulez chanter, eh bien, il va falloir trouver une façon de modifier la fréquence de résonance. Parce que vous pourriez aussi utiliser l'autre stratégie, de se dire, je chante plus grave, c'est pas grave. Mais non, vous voulez chanter aigu. Alors, quand vous voulez chanter une voyelle qui a une fréquence de résonance grave, comme le OU, eh bien, vous vous retrouvez au début à être tranquille, et puis dès que vous allez approcher
vous chantez de plus en plus aigu et du coup vous approchez de cette fréquence de la résonance de votre conduit vocal, eh ben vous êtes embêté. Parce que si vous continuez sur cette zone grisée, c'est-à-dire que quand vous chantez plus aigu, plus aigu, plus aigu, et que vous ne changez pas votre fréquence de résonance du conduit vocal, eh bien vous allez ouvrir la bouche et il ne va plus rien se passer. En fait, le son ne va pas sortir, il n'aura pas d'énergie. Donc il va falloir trouver une astuce, et l'astuce en question, c'est d'ouvrir la bouche, c'est de monter le larynx. Ces deux actions ont toutes le même effet acoustique, c'est qu'elles font monter la fréquence de première résonance de votre conduit vocal. Et c'est ce que font systématiquement les chanteuses et les chanteurs. Dès qu'ils arrivent dans cette zone-là et que ils n'ont pas d'autre choix, s'ils veulent continuer à chanter plus aigu, plus aigu, plus aigu, il va falloir qu'ils trouvent cette stratégie, qu'ils adoptent cette stratégie de faire monter la fréquence de la première résonance et de faire cet accord entre la fréquence de résonance de votre conduit vocal et puis la note que vous chantez. Alors, ça a des conséquences, c'est que parfois, on ne va pas forcément comprendre ce que chante la personne. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà entendu cet exemple ? Non, personne ? Bon, alors je vous le joue. Donc, c'est une soprane à qui on a demandé de chanter une phrase, c'est en français, grave, un peu moins grave, un peu plus aigu, et puis très aigu. Voilà, sur une gradation du grave à l'aigu. Là, moi, je vais vous faire écouter d'abord l'aigu. Et le jeu, c'est que vous deviniez ce qu'elle chante, la soprane. Quelle est la phrase qu'elle chante ? Bon, des propositions ? Un jour, on m'a dit, alors c'est pas la phrase, mais on m'a dit « Ne me laisse pas ». N'a pas d'espoir. Alors, je vous fais un peu plus grave. Ne me laisse pas. Je vous ai déjà dit que c'est pas ça. Hein. Elle n'a pas d'espoir, c'est... Allez, je vous fais plus grave. Là, on passe dans cette zone où, du coup, vous allez comprendre ce qui est dit parce qu'il va y avoir une distinctivité sur les voyelles. Mais oui, messieurs. 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 Donc ces notes ces phrases que vous n'entendiez pas, une fois que vous savez ce qui est chanté, quelque part vous les entendez. Donc là, ça c'est très utilisé parce que finalement à l'opéra, les professeurs d'opéra, souvent de chant d'opéra, ils vont me dire mais non, c'est pas vrai, moi mes chanteuses, elles chantent, elles savent, moi j'entends leurs voyelles. Oui, bien sûr, elles entendent leurs voyelles parce qu'ils savent ce qu'elles vont chanter. Donc voilà, on peut suivre sur les prompteurs actuellement, ça aide. Alors, là je vous ai parlé d'un accord entre la première résonance et puis la note chantée. On peut avoir d'autres stratégies. Alors, par exemple, dans le chant de comédie musicale, alors on va se faire plaisir avec un petit bout d'un teaser sur le Roi Lion. Donc là, on est vraiment dans un tout autre style musical. La voix doit être très timbrée, très sonore. Elle doit avoir beaucoup d'énergie. Et pour le faire, ce qu'il a été montré, c'est que finalement, les chanteuses de comédie musicale, pour produire ce style qu'on appelle le belting, eh bien, ils vont accorder la fréquence de la première résonance, non pas à la note chantée, à la fréquence de la note chantée, mais à son multiple, à son harmonique, à l'octave au-dessus.
et cet accord, il va être systématique. Donc cet accord entre la fréquence de la première résonance et puis 2F0, 2 fois la fréquence d'auto-oscillation des plis vocaux. C'est intéressant de remarquer que c'est une stratégie qu'on va retrouver dans d'autres styles de chant à travers le monde. Donc là, je vous illustre sur le chant féminin de Bulgarie. Donc, alors, vous connaissez peut-être pas le chant féminin de Bulgarie, mais vous avez peut-être entendu parler du chœur Le Mystère des voix bulgares. Donc, dans ce chœur, j'ai un petit extrait d'une chanteuse qui fait 2 styles de chant bulgare, un plutôt très sonore et un plutôt très léger. Donc, ça s'appelle le style Leka pour le léger et Teshka pour le sonore. Voilà, donc là, on peut se demander, est-ce qu'il y a des stratégies différentes pour produire ces deux timbres? Et en fait, la réalité, donc on a regardé ça sur une chanteuse qui peut produire de la voix lyrique classique, auquel cas, elle présente ce qu'on a discuté sur les sopranes, le fait que quand la note chantée, qui est ici la première des lignes, elle est à proximité de la résonance, qui est ici la ligne horizontale. Ah oui, vous ne voyez pas ma souris. Je me rappelle même. Voilà, la note chantée, c'est cette ligne-là à chaque fois. Et quand elle est à proximité de la fréquence de résonance du conduit vocal, la première fréquence de résonance, on a un accord qu'on va retrouver ici pour les voyelles OU et I. Et puis, par contre... Quand la note chantée, donc ici, est bien en dessous de cette fréquence de résonance, on n'a pas du tout d'accord. Donc là, c'est la voix de tête de cette chanteuse qui peut chanter aussi du style bulgare. Voilà son style bulgare, donc c'est les points rouges, que ce soit dans la qualité qu'on appelle Teshka, donc la qualité très sonore, ou la qualité Leka, plus douce. On voit que systématiquement, on va avoir cet accord résonantiel donc, entre la fréquence de la première résonance et puis, non pas la note chantée, mais l'octave, le deuxième harmonique. Voilà, et du coup, ça fait des sons, alors je vais essayer de revenir là pour les jouer, qui sont très différents en termes de timbre. Donc là, vous aviez le style bulgare et puis sa voix de tête. Alors, je vais bientôt conclure ce passage, mais je voulais quand même vous parler aussi du chant Rumi d'Asie centrale, parce que c'est aussi un jeu très intéressant sur l'articulation des voyelles, finalement. Donc, on s'est intéressé à l'étudier avec Johanny Kurté, qui est allé en Mongolie plusieurs années, qui s'est spécialisé sur ce style de chant et qui en a fait une anthologie du chant Rumi. Donc là, c'est un petit teaser qui vous montre un petit peu quel est le style de chant mongol.
détail. Alors, c'est une façon de faire avec son instrument vocal humain toutes sortes de sons, en particulier des sons de la nature. Donc, ils vont essayer de faire le bruit de l'eau, le petit chant des oiseaux. Ils vont réussir à faire vocalement, reproduire vocalement la nature qui les environne. Donc, c'est très chouette. Donc, on a eu la chance de pouvoir les enregistrer au laboratoire. Donc, je vous invite ici à l'écoute d'un diphoneur qui était dans notre laboratoire. Alors, lui, il est pas de Mongolie, il est de la République de Touva. Donc, voilà ce qu'il vient de chanter. Donc, si je le rejoue, vous avez une partie avec finalement une mélodie qui est une mélodie spectrale. On a de l'énergie dans des harmoniques de rang très élevés. Et ça paraît une mélodie très aiguë. Dans le second cas, une voix très riche en harmonique, qui sonne très grave. Et puis on voit quand même que le jeu des voyelles se traduit aussi par un jeu spectral qu'on peut entendre en plus. Donc il faut savoir que pour ce style, il y a déjà deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle le narin et le bodun. Donc le narin, le voilà. Donc là, je vous ai montré en même temps un petit contexte expérimental. Donc on est en train de faire de l'articulographie électromagnétique sur ce chanteur. Donc il a plein de petites bobines qui lui sont collées sur la langue, qui nous permettent de voir pendant son chant où se déplacent finalement ses points de chair. Donc là, on entend cette petite mélodie et il peut faire la même chose dans le style bodun. Voilà, et on a esthétiquement parlant vraiment pas la même chose. Donc c'est quelque chose qui se voit spectralement parlant ici, par une répartition très différente de l'énergie. Et si on regarde au niveau de la vibration du pli vocal, donc qui est représentée par ce signal, on voit une vibration très différente aussi, avec un cycle plutôt régulier pour le style narin, et puis un cycle irrégulier, une vibration sur deux, pour le style bodun. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour produire le style narin, le chanteur va agir quasiment exclusivement sur sa deuxième résonance. Il va s'amuser finalement avec la fréquence de sa deuxième résonance à sélectionner un des harmoniques multiples de sa fréquence fondamentale de chant. Et donc, même si les harmoniques sont tous là, ce qu'on va entendre de façon prédominante, ce sera ce chant des harmoniques, ces harmoniques de rang très élevé, sélectionnées grâce à son jeu sur la deuxième résonance.
Et ce jeu se fait par un jeu entre la voyelle OU, la voyelle I et la voyelle U, puisque je vous rappelle, c'est pour balayer cette deuxième résonance, c'est bien cet axe de ces 3 voyelles-là qui est utilisé. Pour le chant boudoun, au contraire, le chanteur va utiliser sa première résonance. Donc il va aller, comme vous voyez, jouer ici sur des aspects résonantiels liés à la fréquence de la première résonance. Il peut éventuellement utiliser aussi la deuxième pour faire ce jeu, mais il n'a pas forcément besoin d'utiliser la deuxième parce que sa fréquence de résonance, sa fréquence de chant, on l'entend, elle est beaucoup plus grave. Alors l'est-elle vraiment? On va juste le voir. Alors je vous emmène un instant sur le narine, juste pour faire un petit clin d'œil à mon collègue Corian de Villain. Donc on s'était amusé il y a des années de ça, vous voyez, c'était en 2001, il faisait sa thèse et moi aussi. Et puis on s'est amusé, comme il savait chanter une belle mélodie française en chant diphonique, il savait s'amuser sur cette technique-là pour chanter une mélodie française, ben, je l'avais enregistrée. Donc je vous la fais écouter, vous me direz ce que c'est. Ouais, je suis un peu coquine en fait, parce que je ne vous ai pas fait écouter le son en sortie des lèvres, là je vous ai fait écouter le son au niveau du larynx. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, quand il fait ce chant diphonique, au niveau de la vibration des plis vocaux, on est dans une note tenue. C'est ce qu'on entend. Mais bien sûr, je vous ai promis, il a fait une mélodie, donc la voilà. Voilà, alors vous l'avez reconnu? Ah, la Clairefontaine, yes. Donc finalement, en jouant voilà, sur ces résonances du conduit vocal, eh bien, même si la note qu'il chante, c'est une sorte de bourdon stable, eh bien, il va pouvoir créer une mélodie spectrale, une mélodie désharmonique. Alors je vais vous faire voir un peu de l'intérieur grâce à cette chanteuse. Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün und lass mir an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Wie möchte ich doch so gerne ein Veilchen wiedersehen. Ach lieber Mai, wie gerne einmal spazieren gehen. N'est-ce pas remarquable? Donc, vous pouvez écouter la mélodie spectrale, vous pouvez aussi écouter les voyelles. Et si vous écoutez les voyelles, vous serez surpris d'entendre des I, des U, des OU, parce que finalement, ces sons, on va aussi les catégoriser de façon phonologique. Je termine sur le narine, donc cette façon aiguë de chanter le chant Rumi, avec Tran Kwanai, qui lui aussi, un petit hommage, il nous a quittés. Et lui, il s'amusait à faire des choses très rigolotes. Donc là, je l'avais enregistré. Il faisait une mélodie ascendante, descendante, et il s'amusait pendant le même temps à faire de façon spectrale une mélodie descendante, ascendante. Ce qui faisait une sorte de jolie figure comme ça. Alors, on va l'écouter. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de la vibration des plis vocaux. Et puis, en sortie des lèvres. C'est chouette, hein, quand même.
Il s'amuse bien. Donc, pour finir, je voudrais passer juste un petit message sur le boudoun pour vous dire que je vous ai parlé beaucoup des plis vocaux, mais je ne vous ai pas dit qu'on en a une autre paire. On les appelle les fausses cordes vocales, les plis vestibulaires, les bandes ventriculaires. Ces replis, donc de nouvelles bandes, de nouvelles lèvres, elles sont situées au-dessus des plis vocaux. Et elles peuvent se mettre également à auto-osciller dans le chant. Donc, si on regarde un petit peu l'auto-oscillation des plis vocaux, donc ça c'est de la cinématographie ultra rapide, voilà, d'un son tenu. Les plis vestibulaires, eux, ils sont situés à ce niveau-là. Alors, juste pour vous expliquer un peu la technique d'imagerie, on a l'habitude de représenter par chymographie cette représentation en 2 dimensions de l'image. On peut aussi représenter comment une ligne va varier au cours du temps. Ça permet de voir des petits détails. Par exemple, ouverture, fermeture de la glotte, ouverture, fermeture... Ah, ma souris, c'est vrai. Ouverture, fermeture de la glotte, ouverture, fermeture de la glotte, et puis le contact. Voilà, ça permet d'avoir une visualisation intéressante. Et on aime bien le temps en abscisse, donc on le retourne. Donc, quand on n'agit pas, quand on chante de façon normale, eh bien, les plis vestibulaires, ils restent bien écartés, et donc on ne va pas les apercevoir. Par contre, dès qu'on se met à chanter un chant qui fait intervenir ces plis vestibulaires, eh bien, ça va se voir. Vous voyez ici, c'est cette mise en contact des plis vestibulaires. Alors, je peux zoomer un peu dessus. En rouge, vous avez l'ouverture-fermeture des plis vocaux, et puis là, vous avez le mouvement en vert des plis vestibulaires. Et vous avez un moment de contact, des contacts, et tous les 2 cycles glossiques, vous avez ce mouvement de contact, des contacts, et puis après, un simple rapprochement. Et ça, en fait, ça va avoir une conséquence sur le son. C'est-à-dire que, finalement, chaque fois que vous allez avoir cette mise en contact des plis vestibulaires tous les 2 cycles glottiques, eh bien, vous allez avoir la perception d'un son qui est 2 fois plus grave, alors que vos plis vocaux, ils continuent à vibrer de la même façon. C'est ce qui est illustré ici. Ça, c'est un chanteur qui est capable d'alterner. Je mets mes plis vestibulaires en action ou je les enlève. Donc là, ils ne sont pas en action, et puis après, il les met, et puis il les enlève, et il les met. Voilà, et selon qu'il l'aimait ou qu'il ne l'aimait pas, ben, vous aurez un son qui est qui paraît aigu ou un son qui paraît grave, alors que finalement le pli vocal vibre tout le temps de la même façon. C'est ce qu'on appelle le doublement de période. Et je conclus en disant que dans la parole, c'est quelque chose, l'usage des plis vestibulaires, c'est quelque chose de systématique aussi dans certains gestes. Donc, dans tout ce qui est chuchotement, quand vous avez fait du chuchotement, les plis vestibulaires vont avoir tendance à se rapprocher. Quand vous vous mettez à parler plus fort, comme je fais là, vous allez rapprocher vos plis vestibulaires. Quand vous grognez, vous allez rapprocher vos plis vestibulaires. J'ai 2 exemples ici. Donc là, c'est un cri. Et si on regarde ce qui se passe au niveau des plis, on va avoir un rapprochement progressif pour ce cri jusqu'à mise en contact. Et du coup, ça va arrêter le son. Et le grognement. Donc, voici le grognement vu de l'intérieur en cinématographie ultra rapide. Donc, il y a vraiment le début du grognement. Donc, vous voyez la mise en contact des plis vocaux. Et puis, vous allez voir arriver l'auto-oscillation des plis vestibulaires. Vous les voyez ici aussi, cette séquence vue en chymographie. Et vous voyez que finalement, l'auto-oscillation des plis vestibulaires, elle est très complexe. Donc, je m'arrête là pour ce soir. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre patience et de votre attention. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus sur la voix chantée, il y a un livre, un collectif qui a été écrit sur la voix chantée. Voilà, vous pouvez voir plein de vidéos sur la voix, la parole, le chant sur la chaîne YouTube des ateliers Sciences et Voix. Et puis, rappelez-vous que le 16 avril, c'est la journée mondiale de la voix.
Tu m'avais dit 20 heures, j'ai essayé de... Merci beaucoup Nathalie. On va passer la parole à la salle, s'il vous plaît. Ne soyez pas timide, n'hésitez pas. Posez toutes les questions qui vous posent question. Et puis je suis sûre que Nathalie sera ravie d'y répondre. Je ne sais pas si on a vraiment besoin d'un micro dans la salle. On va demander. Non. Voilà. Oui. Je laisse. En chant, on parle parfois qu'il faut éviter les coups de glotte. Oui. C'est quoi Le coup de glotte, c'est le fait de commencer le son par une mise en contact trop ferme des deux plis vocaux. Parce qu'on peut commencer le son, comme vous l'avez vu là, par des plis qui se rapprochent, le son va commencer. Et ça, c'est ce qu'on va appeler une attaque douce, avec des plis qui vont se mettre à auto-osciller avant même éventuellement leur fermeture, la mise en contact complète. Et au contraire, on peut avoir une mise en contact complète et du coup un peu agressive, alors même que le son, que l'air n'a pas été expulsé pour cela. Et du coup, on a une sorte de déséquilibre qui se passe entre cette action au niveau glottique et puis l'air qu'on y met. Et ça, c'est vrai que c'est pas top pour la voix, parce que ce choc-là, il peut endommager momentanément les tissus. Du coup, ça se travaille, hein, le coup de glotte, c'est-à-dire que si on a l'habitude de faire des trucs comme ça, on peut essayer de s'entraîner à faire des attaques douces en les mettant sur le souffle. Ah, plutôt que ah. Oui. L'évolution a, semble-t-il, doté l'être humain de bonnes capacités vocales. Est-ce qu'il y a des équivalents dans le monde animal? Oui. Oui, c'est d'ailleurs un grand débat. Quelle a été l'évolution chez le singe? Est-ce que le singe ne peut pas parler parce qu'il n'a pas les capacités cognitives pour, ou alors parce qu'il n'a pas l'instrument pour, avec un larynx trop haut dans le cou, enfin, ces choses-là. Mais en fait, il y a une communication animale. Et au sein des mammifères, les mammifères, ils ont un instrument assez similaire au nôtre, en fait. Ils ne vont pas l'utiliser exactement de la même façon, on est bien d'accord, mais par contre, ils ont des plis vocaux, ils ont des cavités de résonance, ils ont finalement à disposition un instrument qu'on pourrait dire de façon fonctionnelle comparable au nôtre. Donc oui. Après, tout est question du contrôle déjà, de comment on contrôle cet instrument. Ça, c'est quelque chose que j'aborde pas du tout dans ma conférence, mais le contrôle sensori-moteur, le contrôle cognitif de notre instrument vocal. Mais je rebondis encore, parce que ce qui est intéressant, c'est que certains animaux n'ont pas du tout le même instrument, mais par contre, ils sont capables de produire des sons qui sont très similaires à nos sons de la parole. Je pense par exemple aux perroquets, qui sont capables vraiment de faire de la parole comme si c'était notre production sonore. Et alors là, par contre, eux n'ont pas du tout le même instrument. Donc ça, c'est génial. C'est très amusant. D'autres questions? Oui. Est-ce que par hasard, ce que tu as montré en dernier, donc la vibration des effets secondaires, ce ne serait pas ce que faisait Louis Armstrong? Si, tout à fait. Alors, dans le grognement, c'est-à-dire que Louis Armstrong, lui, il avait une voix qui était très... avec une raucité, une sorte de gréillon comme ça. Voilà, donc... Ouais. Moi, je vous ai montré au début une auto-oscillation tous les 2 cycles glottiques, une mise en contact des plis vestibulaires tous les 2 cycles glottiques. Et ça génère une perception de fréquence basse, mais stable. Et Armstrong, lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait non seulement cette auto-oscillation... alors, on n'a pas pris d'endoscopie chez Armstrong, mais par contre, on a pris des chanteurs qui chantent comme Armstrong. Donc, il a non seulement cette auto-oscillation tous les 2 cycles glottiques et éventuellement des plis vestibulaires, mais il peut aussi avoir une mise en vibration de ce qu'on appelle les replis ariépiglottiques, c'est-à-dire encore des
des replis, des tissus mous qui sont situés au-dessus des plis vestibulaires et qui vont se mettre en constriction et éventuellement se mettre à autoscier. Je me demande si dans notre grognement, à la fin, on ne les voit pas un peu, ces replis ariépiglottiques. Si je reprends la vidéo, alors je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à la voir, peut-être ici. Tac. Donc quand je reprends ici, ouais, voilà. Là, on voit les plis vocaux, les plis vestibulaires, et ça, autour, c'est les replis ariépiglottiques. Quand on chante comme Louis Armstrong, c'est tout l'ensemble qui se met en auto-oscillation avec parfois des mises en contact qui peuvent être tous les 7 cycles glottiques. Donc, le cycle glottique peut être très stable. Il n'est pas stable en termes de durée du contact, mais par contre, il peut être très stable en termes de fréquence. Et par contre, on voit ces structures supralaryngées se mettre voilà, à auto-osciller au-dessus. Alors là, c'est un grognement, mais ça peut être maintenu, soutenu, et du coup, ça devient du growl. On appelle ça du growl. Il y a même les mêmes mécanismes qui se mettaient en place quand on parlait de chant métal. Tout à fait. Oui, oui. J'aurais pu vous parler aujourd'hui des chants métal. Et prochaine fois, je vous parlerai du chant métal. Effectivement, le chant métal, c'est vraiment un chant des bandes, hein. Des plis vestibulaires et des replis ariépiglottiques. Et c'est toute une technique, en fait, parce que, pour la petite histoire, je vous ai dit, on utilise ces replis dans l'effort vocal. Donc, ça veut dire que ces replis, je vais en parler au séminaire demain, quand on les rapproche, ils impactent la vibration glottique. Au début, ils l'impactent de façon positive, c'est-à-dire qu'ils vont aider la vibration glottique. Donc, il y a un moment où c'est favorable de rapprocher ces plis vestibulaires. C'est pour ça qu'on le fait dans le cri. C'est parce que ça va aider ça va favoriser l'efficacité glottique. Mais, donc c'est plutôt bien, mais si on les rapproche trop, eh bien, il va y avoir une bascule à un moment où, trop rapprochés, ils vont empêcher la vibration glottique. Ça va être de plus en plus compliqué de faire l'auto-oscillation glottique parce que de plus en plus, on a cette constriction en aval. Et à ce moment-là, eh bien, c'est endommageable, c'est dommageable. Donc, quand on joue avec quand on fait du chant des bandes, eh bien, il faut avoir ce juste équilibre entre le rapprochement pour pas se retrouver finalement dans des gestes de forçage. Et ça peut être le cas de chanteurs de métal qui spontanément vont avoir un son sympa, et puis en fait, comme ils n'ont pas la technique, ils vont se retrouver au bout de 3 ans de cette pratique-là à plus pouvoir chanter, alors qu'il y a une vraie technique à apprendre pour faire du métal. C'est une chose intéressante aussi avec cette type de chant-là, c'est que ça permet à des personnes avec des voix beaucoup plus aiguës de descendre dans des notes très rares. Je pense notamment à une chanteuse. Tout à fait. Une voix chantée. Oui. Mezzo, et ouais. quand elle passe en scream, elle vraiment descend à des notes similaires à celles d'un homme. Voilà. Évidemment, ses homologues, les chanteurs, ont la même technique. Parfois, on n'arrive même pas à reconnaître la différence. Est-ce que du coup, ça vient de ces plis-là? Ça vient tout à fait de ces plis-là, ça ne vient pas du tout des plis vocaux. C'est-à-dire que cette chanteuse, elle est en train de chanter à la même fréquence de vibration de ses plis vocaux quand elle passe effectivement de sa voix de jeune femme, là, toute gentillette, à son grognement. Eh ben, elle est en train d'avoir la même vibration des plis vocaux. Par contre, comme elle a mis en action ces oscillateurs couplés que sont les plis vestibulaires, voire les replis ariépiglottiques, eh ben, du coup, elle est capable de donner au son une granularité et une perception de hauteur qui est complètement altérée, qui est complètement changée. Et donc, on fait même j'ai parlé de doublement de période, mais si, au lieu de mettre en contact les plis vestibulaires tous les 2 cycles glottiques, on les met tous les 3 cycles glottiques, on parle de triplement de période, et on peut faire du quadruplement de période et descendre très grave, en fait, dans la perception de la hauteur. C'est plus du tout une hauteur en lien avec la vibration des plis vocaux, c'est une hauteur perçue parce que le son est altéré à un certain nombre de cycles. Oui. Vous pouvez expliquer ce qu'on dit en chant aussi de la voix de tête et de la voix de poitrine? Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on passe de zone à l'autre? Alors, quand la voix de tête,
chez la femme, c'est vraiment le synonyme du mécanisme 2, c'est-à-dire que vous chantez en mécanisme 2. Et la voix de poitrine, chez la femme, c'est le synonyme du mécanisme 1, vous chantez en mécanisme 1. Chez l'homme, c'est un peu différent parce qu'on observe des hommes, quand on analyse un petit peu en quel mécanisme laryngé est produit leur voix de poitrine et leur voix de tête. Leur voix de poitrine sera produite toujours en mécanisme 1. Par contre, la voix de tête, elle pourra éventuellement être produite en mécanisme 1 aussi, contrairement à la femme, qui l'aura toujours en mécanisme 2. Et donc, finalement, d'où viennent ces termes ? Donc, c'est clairement des termes de registre de voix chantée que donnent les chanteurs et les professeurs de chant pour spécifier des sensations qui sont proprioceptives. C'est-à-dire que quand on chante en voix de poitrine, eh bien, on a l'impression d'avoir une vibration dans la poitrine. Alors, pourquoi on a l'impression d'avoir cette vibration ? C'est parce que les plis vocaux en mécanisme 1 sont très épais. Et donc, il y a une mise en contact qui est beaucoup plus ferme et longue sur le temps d'un cycle glottique. Ce qui fait que finalement, les ondes acoustiques ont le temps de revenir, de redescendre dans la trachée et on ressent en fait cette interaction dans le conduit trachéal. Dans la voix de tête, le temps de contact glottique est réduit et donc on n'a plus cette perception de vibration dans la poitrine qui existe toujours, hein, ceci dit, mais qui est plus si sensible. Par contre, on va commencer à avoir la sensation des ajustements résonantiels qu'on est obligé de faire. Et là, du coup, on va sentir nos vibrations plus dans la tête. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé ce terme de voix de tête, qui est lié vraiment au fait de ressentir plutôt sa vibration complètement réélevée. Et les hommes, alors, comment ils font pour passer en voix ? Si ça reste un mécanisme. Ah, c'est une bonne question. Eh bien, en fait, pour passer en voix de tête tout en restant en mécanisme 1, donc il faut qu'ils gardent des plis vocaux qui sont épais. Je ne vous ai pas trop détaillé la différence entre mécanisme 1 et mécanisme 2, mais le mécanisme 1, le muscle vocal et l'ensemble de la couche fibreuse dont je vous ai parlé, la couche de collagène et d'élastine, ils sont tous cross-linkés, tous liés les uns aux autres et ils vibrent tous ensemble. Donc le pli est très épais. Donc, ils gardent un pli épais pour ne pas passer dans ce mécanisme 2 où il y a dissociation et donc le pli est beaucoup plus fin, le muscle vocal ne participe plus à la masse vibrante. Ils ont un pli épais et par contre, ils vont jouer sur les résonances. Ils vont aller ajuster les résonances pour qu'on ait quand même l'impression d'un timbre plus doux. Quand moi je vous fais un passage sur la même note entre le mécanisme 1 A et le mécanisme 2 A et le mécanisme 2 A, on a l'impression que mon mécanisme 2 il est plus doux. C'est un timbre qui semble plus doux. Et bien quelque part ils vont essayer de garder cette couleur de timbre du mécanisme 2 plus doux, mais tout en étant en mécanisme 1 clairement. Et donc la seule solution c'est d'aller dans le piano de l'aigu du mécanisme 1. Et donc, vous trouverez leur voix de tête à l'intersection entre le mécanisme 1 et le mécanisme 2 dans le piano du mécanisme 1. Donc, en clair, la voix de tête, quand c'est en mécanisme 1, chez l'homme, c'est du piano du mécanisme 1. Oui ? Non? Yes. J'ai une petite question, parce qu'il y a beaucoup d'étudiantes en logopédie dans la salle. Est-ce que tu pourrais dire un mot par rapport à la prise en charge éventuellement de la voix chantée en orthophonie, le type de problèmes principaux qui peuvent arriver, est-ce qu'on peut faire ce qui est fait en général? Alors, oui, pour la prise en soin de la voix chantée dans le cadre de l'orthophonie, on va spontanément travailler ce qu'on appelle l'accord pneumophonorésonantiel, c'est-à-dire cet équilibre entre le souffle qui est envoyé dans l'instrument, la mise en vibration des tissus et puis tous les ajustements résonantiels qui vont derrière. Et c'est ça le challenge en fait dans cette prise en soin, c'est d'arriver à les amener dans cet équilibre d'interaction entre l'air, les parois qui vibrent et l'acoustique du conduit vocal. L'interaction, donc cet accord pneumophono-résonantiel.
la PPR, comme appellerait ça mon collègue Robert Expert. Alors comment est-ce qu'on se met dans cet équilibre? Enfin, comment est-ce qu'on leur fait percevoir cet équilibre? Eh bien, moi je m'intéresse beaucoup, alors, il y a plein de façons, hein, mais je m'intéresse beaucoup à des techniques aérodynamiques de rééducation à la paille, parce que finalement, ça c'est quelque chose qui marche très très bien chez les chanteurs. De leur faire chanter dans des petites pailles de différents diamètres selon le trouble qu'ils ont. Et le fait de chanter à la paille, ça crée une constriction de diamètre précis en fin de conduit vocal, et ça oblige physiquement le vibrateur à osciller au seuil, au minimum du seuil de pression phonatoire, et donc à ne pas pouvoir être dans un geste de forçage. Donc ça met en fait le vibrateur dans cet équilibre, ce qui fait que quand ils ôtent la paille, le système se rappelle des sensations proprioceptives. Il y a un recalibrage en fait du système qui fait que avec peu d'exercices de rééducation, avec peu d'exercices de phonation à la paille, on peut facilement rééquilibrer ces pressions, cette gestion des pressions d'air, de la contrainte, des contraintes mises sur le vibrateur, hein, des contraintes musculaires mises sur le vibrateur. Donc ça, c'est vraiment une technique très intéressante. Après, bien sûr, il y a tout un travail de posture, puisque, enfin, pour moi, la voix chantée, c'est pas qu'un signal, hein, c'est vraiment un corps qui s'exprime. Et donc, il y a un travail postural, éventuellement parfois à faire selon la pathologie, pour que on ait finalement un ancrage, une colonne d'air, tout ce qui va avec. Et la posture, il y a le souffle. Apprendre à bien inspirer, à apprendre à gérer son expiration, et non pas simplement par des contractions thoraciques, mais aussi par la sollicitation de toute la ceinture abdominale, c'est ce qu'on appelle le soutien. Ça se travaille beaucoup dans le chant, mais c'est aussi une forme de rééducation que d'apprendre à la personne à soutenir. Apprendre aussi à leur faire prendre conscience des mécanismes laryngés, ça peut être intéressant dans certains cas, parce qu'ils peuvent se retrouver dans un geste de forçage, parce qu'ils veulent chanter telle note et en fait, ça n'est pas dans leur potentiel vocal. Mais ils peuvent quand même l'atteindre s'ils arrivent à prendre conscience qu'en basculant d'un mécanisme à un autre, ils vont pouvoir en fait atteindre cette note d'une autre façon. Et donc, il y a aussi la prise de conscience, de leur faire prendre conscience qu'ils n'ont pas qu'une voix, ils ont cette possibilité de jouer sur la finesse du tissu vocal, qui leur permet du coup d'aller finalement dans un étirement plus important qu'il ne l'aurait. Ça, c'est... Et donc si je t'entends bien, en fait il y a beaucoup de techniques ou d'exercices qui sont communs à simplement une pratique du chant bien développée, professionnelle, et éventuellement une prise en charge d'un éventuel trouble de la voix chantée. Oui. Trouble, je veux dire. Oui, il y a des techniques qui sont communes. Après, dans la pratique du chant, on va rarement faire la paille. Enfin, moi, j'observe que c'est vraiment plus dans la prise en soin que la paille s'est développée, alors que pourtant, ça serait un outil intéressant. Moi, parfois, je l'ai proposé, je fais de la direction de chœur, je le propose en exercice de chauffe vocale. Voilà, il y a comme ça des ponts à faire. Il y avait d'ailleurs une orthophoniste étudiante à Strasbourg qui était très intéressée de justement aller étudier l'impact des exercices de chant qu'on retrouve sur la prise en soin de troubles de la voix chantée qu'on appelle la dysodie. Est-ce que tu pourrais te redonner quelques petits mots, quelques techniques dont tu nous avais parlé pour les gynécs, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants maintenant par rapport à la maladie de Parkinson, le boxing. Oui. Très rapidement, c'était vraiment passionnant, donc je pense que ça intéresserait vraiment les étudiants. Alors, quand on est face, alors c'est plus des troubles de la voix chantée, là c'est des troubles dysarthriques ou dysphagiques. Donc on a du mal à articuler des choses, ou alors on a du mal à déglutir.
on a typiquement dans notre panel, enfin je ne suis pas orthophoniste, mais dans le panel des outils orthophoniques à disposition, on a typiquement des exercices très rébarbatifs de tirer la langue 10 fois, de bâiller, voilà, on a des choses qui sont pas très motivantes. Et c'est vrai que ces dernières années, quand on s'est intéressé au beatbox, human beatbox, j'ai dû faire des choix. Donc finalement, je vous ai montré une vidéo de beatbox, mais je vous ai pas parlé du beatbox. On s'est dit, tiens, finalement, le beatbox qui sollicite l'ensemble des niveaux de la respiration, de ces gestes articulatoires au sein du larynx, de tous les gestes articulatoires au sein de la cavité orale. On s'est dit, ce beatbox, ça pourrait être intéressant, motivant, stimulant. Et donc, effectivement, il y a encore peu d'études qui montrent l'impact, mais il y en a quelques-uns quand même maintenant au niveau international qui montrent l'impact d'exercices de human beatbox, comme de faire des... Voilà, pour s'entraîner à faire ça de façon régulière et réapprendre finalement une mobilité des articulateurs de la parole et voir finalement une meilleure mobilité laryngée qui permet une déglutition plus adaptée. Alors ça c'est intéressant de voir que ça joue pas que sur la parole en fait, ça joue aussi sur des aspects de dysphagie. Les patients sont tellement motivés par rapport à un travail classique. Quand je travaillais à l'hôpital, c'était les patients, je ne voulais pas dire qu'ils n'étaient pas contents de voir, mais quand vous avez expliqué ce que vous faisiez avec les patients, ils sont tellement motivés, on sent qu'ils sont vraiment à fond dans cette prévention, c'est chouette. Oui, au niveau motivationnel, c'est très stimulant pour eux d'avoir des exercices qui soient ludiques. Et puis, en plus, c'est ce qu'on expliquait, c'est que quand ils rentrent chez eux, c'est souvent des patients un peu âgés, ils rentrent chez eux et leur petit enfant, ils leur disent « Ouais, moi je beatbox ». Alors là, tout de suite, le petit enfant, il est scotché. Et puis, quand ils leur montrent, en plus, c'est sûr que ça... Voilà, il y a vraiment un impact fort et... Parce que finalement, en rééducation orthophonique, ce qui est important aussi, c'est que le patient, une fois chez lui, continue son effort personnel de rééducation. Et le beatbox, en ce sens, réussit ce pari qu'à la maison, ils vont continuer à s'amuser parce que c'est amusant. Et c'est très difficile pour qu'il y ait un transfert à la maison. Voilà. Et donc, je fais la pub de Ortho Beatbox. C'est une formation à l'attention des orthophonistes qui a été montée par Vanessa Bourdin, qui est une orthophoniste à Lausanne, mais qui a été mon étudiante pour son mémoire d'orthophonie il y a maintenant plus de 10 ans. Et elle a monté cette formation Ortho Beatbox justement pour proposer aux orthophonistes qui s'intéressent à ça de comprendre et puis de mettre en place cet outil d'exercice de Human Beatbox pour la rééducation de la dysarthrie parkinsonienne en particulier. Oui. J'ai une question un peu neutre et une un peu moins neutre. Je vais Ah. commencer par la neutre. Dans votre exposé, à un moment donné, quand vous avez fait passer la bande de la femme qui monte de plus grave en plus aigu, Oui. quand vous avez passé dans le suraigu, il y a eu un peu Des ruptures. Une rupture. Comment pourrait-on faire en termes anatomiques pour homogénéiser le passage d'un registre grave à médium, du médium à aigu et aigu aussi à suraigu, parce que là, vous sentez qu'il y avait un changement d'endroit, de résonance. Alors c'est un changement là de mécanique du vibrateur et c'est parce que je lui ai demandé. Non, c'était parce que je voulais quelque part illustrer les transitions, parce que les mécanismes laryngés se voient déjà par le fait qu'on bascule d'un état à un autre. Il y a une bifurcation. Mais les chanteurs, le problème, c'est qu'ils apprennent complètement à masquer cette bifurcation. Voilà, c'est tout un apprentissage du chanteur, ou parfois il l'a naturellement. Hein. Moi, par exemple, j'ai dû travailler pour avoir la bifurcation, que j'avais pas. Mais normalement... Qui s'entendent ou ils n'entendent pas? Pardon? Pour avoir la bifurcation. Qui s'entendent. Parce que moi, je vous faisais... Oh, voilà, je faisais ça. Je suis passée du mécanisme 2 au mécanisme 1. Et les oreilles expertes l'entendent. Enfin, mais la plupart des gens n'entendent pas. Ils se disent, bon, elle a fait une descente, voilà. Et alors, j'ai dû travailler pour avoir un... voilà, un truc où j'ai ma rupture bien nette, voilà.
cette rupture qui peut vraiment être voulue dans un style comme le yodel. On a vu, j'ai pas parlé du yodel, mais j'ai montré cette IRM du yodel. Voilà. Et donc ça, c'est souvent un apprentissage quand même que de lisser cette bifurcation du vibrateur, parce que notre vibrateur, alors j'entre pas du tout dans ces détails, mais c'est de la dynamique non linéaire. Et donc, quand on a ces petits ajustements de tension dans le pli, de couplage et dissociation, eh ben on peut avoir des grosses bifurcations en termes de fréquence d'oscillation. Et ben ça par contre, on apprend à le gérer quand on pratique le chant. Et alors j'ai la question moins neutre. Oui. Est-ce que vous avez l'occasion de travailler avec des chanteurs d'un conservatoire supérieur ou... Enfin, oui. Oui, je travaille avec le CNSM de Lyon sur ce qu'on appelle la Disposizione di Gorgia. Donc ça, c'est à l'initiative de mes collègues du CNSM, donc professeurs de chant et musique ancienne du conservatoire. Et en fait, eux, ils sont passionnés de cette notion de Disposizione di Gorgia, disposition de la gorge, qui était une technique centrale dans l'enseignement du chant autrefois. Et ils essayent, à travers les traités de chant alors je vais dire des bêtises, du 7e siècle, ils essayent de retrouver ce que c'est, en fait, cette disposition de la gorge. Et donc, les étudiants de ces classes de musique ancienne et leurs professeurs participent à cette expérience alors pour l'instant, on a fait de l'endoscopie, de la plétismographie respiratoire, pour regarder aussi la gestion du souffle, de l'électroglottographie, et puis des mesures acoustiques, pour essayer d'aller voir ce qui se passe réellement quand ils sont dans cette disposition de la gorge qui est fondamentale pour leur permettre de faire des trills, des trillos. C'est comme ça qu'ils arrivent à... Je trouve très intéressant que vous puissiez témoigner d'un rapprochement fécond entre la sphère artistique et la sphère scientifique. On parle de la voix chantée parce que c'est encore quelque chose qui, à mon sens, peut être, en tout cas ici en Belgique, dans mon expérience. Ah oui, alors moi j'ai eu la chance, j'y suis pour rien dans ce rapprochement. Ah, si ce n'est que je suis chanteuse. À la base, moi je suis une passionnée de chant et je viens à la physique et ensuite à la voix chantée. Voilà. Et tout tourne autour de mon amour de la voix chantée et de la voix en général, pas que chanter d'ailleurs. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse faire tous ces sons. Je trouve ça vraiment fascinant. Mais j'ai eu cette chance de me retrouver dès le début de ma thèse dans l'environnement de l'acoustique, du laboratoire d'acoustique musicale à Paris, avec en particulier Michel Castellengo, qui donnait des cours d'acoustique musicale au CNSM de Paris. Et donc, les élèves de la classe d'acoustique musicale du CNSM de Paris, qui étaient par ailleurs des chanteurs, venaient, et pas que, il y avait aussi d'autres instrumentistes, venaient travailler au laboratoire d'acoustique musicale pour leur mémoire d'acoustique musicale. Et ça a été les premiers contacts, et c'est comme ça que j'ai rencontré en particulier Robert Expert, donc un fameux contre-ténor qui est aussi un des professeurs de chant actuels les plus intéressés à ce pont entre les sciences et la pédagogie vocale, et qui du coup on a toujours travaillé ensemble depuis. En fait, la disposition di Gorgia, par exemple, c'est par son intermédiaire que j'y viens. Donc c'est quelque part l'environnement était en place entre un laboratoire d'acoustique musicale et puis un conservatoire. Donc c'est vrai que si vous êtes dans une ville où il y a un conservatoire et où il y a un laboratoire, déjà je pense qu'il faut aller parler aux profs de chant. Voilà, malheureusement il va falloir qu'on conclure. Je vous invite à remercier notre conférencier et puis un petit verre offert à la sortie, donc n'hésitez pas à continuer la conversation autour d'un petit verre.